Bravo Mathis. Bravo, c'était difficile de se présenter devant une telle scène. Je crois que... Donc, est-ce que je voudrais dire un mot quand même sur toi? C'est très impressionnant en effet d'être ici. C'est une grande chance en même temps, donc on fait face à l'adversité. Bon, Mathis n'a pas de micro, mais je vais vous dire en deux mots. Bon, attendez, okay. Voilà. Donc Mathis a fait 2 années... Vas-y, tu peux essayer de parler plus fort. Je disais que même face à l'adversité, c'est une grande chance de pouvoir être ici et de pouvoir du coup jouer devant un public qui est donc assez conséquent. Donc même s'il y a énormément d'adversité, on fait face et puis je suis content d'avoir pu jouer pour vous ce soir. J'espère que ça vous aura plu. Donc, Merci beaucoup. Bravo. Donc Mathis vient juste d'arriver à HEC. Hein. Donc il a fait 2 années de préparation au lycée Le Rebours à Paris. En fait, tu étais le premier admis à HEC de ton lycée, je crois. Et tu as fait le séminaire à Chamonix comme tous les premières années. Donc tu es arrivé fin août, quoi. Hein. Et quelqu'un, je dirais, dénoncerait personne, a trouvé que tu as des très bons talents de pianiste et tu t'es entraîné depuis. Donc un grand bravo. C'est vraiment formidable de t'avoir avec nous. Merci pour ce cadeau que tu nous offres ce soir. Merci à vous de m'avoir écouté surtout. Voilà. On te retrouve un peu plus tard. Donc c'est vrai que démarrer à la salle Gaveau avec un morceau de piano nous semblait absolument indispensable. Et donc je voulais juste à mon tour vous souhaiter la bienvenue, donatrices, donateurs, représentants des entreprises partenaires, alumni, étudiants, professeurs, collaborateurs d'HEC pour cette soirée annuelle de la Fondation. Merci beaucoup de votre présence ce soir et je salue également les personnes qui vont nous suivre en ligne. Et je vais dire un petit mot en anglais puisque cette soirée sera en français. Thank you all for being here tonight. This event will be held in French, so I invite all English speakers to scan the QR code that is on the screen or to click on the link that you should have received by email. Vous le savez, nous avons à cœur de nous réunir une fois par an pour partager avec vous nos avancées communes, bien sûr, et vous exprimer toute notre reconnaissance pour les projets concrets que vous faites avancer pour HEC. Bien sûr, je pense que nous avons tous très présent à l'esprit l'actualité particulièrement sombre, et nous faisons tous le vœu d'un arrêt rapide de la spirale de violence à laquelle nous assistons. L'école s'est exprimée en ce sens auprès de ses étudiants, ses collaborateurs, et a réaffirmé sa conviction profonde que l'éducation et le savoir sont de puissants remparts face à l'ignorance qui mène à la haine de l'autre. Avec 130 nationalités sur le campus, vous imaginez bien que le vivre ensemble est une réalité de chaque instant. Et nous, c'est vrai qu'en ce moment, le programme HEC Imagine Fellow que nous portons ensemble depuis 2 ans, pour nous illustre parfaitement cet état d'esprit et la volonté de l'école de contribuer à son échelle à plus de paix dans le monde. Mais si nous sommes réunis ce soir, c'est aussi parce que nous sommes convaincus qu'HEC peut faire partie de la solution et peut avoir un impact positif sur le monde, et pour regarder vers l'avenir. Avec toutes les équipes, avec Olivier Sevilla, nous voulons vous redire à quel point votre soutien est essentiel pour nous aider à aller plus loin. Et j'appelle Olivier Sevilla, président de la Fondation, à me rejoindre sur scène. Bonsoir Delphine, et alors, merci beaucoup pour tes messages auxquels je souscris évidemment pleinement. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Olivier, nous étions réunis il y a 1 an, nous avons fait un point, et je pense que c'est important, comme chaque année, que nous fassions un point sur ce qui s'est passé dans l'année écoulée et là où nous en sommes avec la Fondation. Donc, si tu peux nous faire peut-être un update assez concis, évidemment, mais précis quand même. Précis quand même. Écoutez, la Fondation HEC, grâce à vous, va bien, même très bien. On est dans notre 4e année sur 5 de la campagne Impact Tomorrow, qui, je vous le rappelle, vise à lever 200 millions d'euros de pledge, ce qui n'a jamais été fait par un établissement d'enseignement supérieur en France. Et on est sur la bonne trajectoire. Voilà, on est sur la bonne trajectoire pour pouvoir se retrouver dans 1 an, j'espère, à vous annoncer une très bonne nouvelle.
mais je suis très, très optimiste. Si on regarde l'année 2022, peut-être un peu plus précisément, en 2022, grâce à vos dons, on a pu à la fois alimenter le fonds d'endowment de la Fondation, qui sont des quasi-fonds propres en fait, pour l'école, et dépasser les 100 millions d'euros de fonds propres, et financer 13 millions d'euros de projets pour l'école, qui ont permis, 50% étaient pour l'égalité des chances, on va beaucoup en parler bien sûr ce soir, 30% pour la recherche, financer les activités de recherche de l'école pour l'aider à avancer dans ce domaine, et puis 20% pour la pédagogie et aussi l'innovation, c'est-à-dire l'incubateur. Vous savez qu'HEC fait des choses absolument formidables dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc oui, on a fait une très très belle année grâce à vous, et on est sur une belle trajectoire. Et si peut-être on regarde un peu en arrière et on prend un peu de recul par rapport au rôle de la Fondation, comment tu décrirais pour les personnes notamment qui ne connaissent pas bien la Fondation, quel rôle elle joue pour l'école aujourd'hui? Je parle un peu sous le contrôle aussi bien sûr d'Éloïc et puis du conseil d'administration de l'école, auquel j'ai la chance d'appartenir également. Franchement, la Fondation HEC, grâce à vous tous, est devenue, je pense, un pilier finalement, un des piliers de la stratégie de l'école. Il faut quand même rappeler un certain nombre de choses qui, certains savent, mais ce n'est pas toujours très clair dans l'esprit de tous. Je pense qu'il faut rappeler d'abord qu'HEC a des résultats exceptionnels. Les rankings le montrent, année après année. C'est extraordinaire. Dans toutes les catégories du jeu, HEC fait un boulot extraordinaire. Et vraiment, je suis très admiratif du travail que font Éloïc et ses équipes. C'est absolument extraordinaire. Quand je regarde l'impact d'HEC dans le monde de l'entrepreneuriat, je crois que ça fait notre fierté à tous. Vraiment, il y a un impact sur l'entrepreneuriat dans ce pays qui est absolument exceptionnel. Et en même temps, HEC, c'est aussi un miracle permanent. Je m'explique. HEC, c'est vrai, HEC est une institution d'intérêt général, non-profit. HEC n'a plus aucune subvention publique, contrairement dans ce pays aux écoles d'ingénieurs ou à d'autres catégories d'écoles. HEC se bat contre les meilleures institutions mondiales. Ok, mais je dirais, franchement, chapeau. Et pour être très clair, les frais de scolarité ne couvrent pas du tout, loin s'en faut, les besoins d'HEC. Donc ce que nous faisons tous ici collectivement pour HEC est absolument critique. C'est vital. On donne à HEC les moyens d'aller plus loin dans l'excellence, de se bagarrer dans la compétition mondiale, d'attirer les meilleurs étudiants du monde, et aussi, quelles que soient leurs origines sociales et géographiques. Donc, je pense qu'il est vraiment important, je ne veux pas être trop solennel, parce que tout ça... mais je m'aperçois, moi, au fil des années, ça fait 4 ans maintenant que je m'occupe de ça, à quel point HEC, non seulement a besoin, mais mérite qu'on la pousse dans cette compétition internationale, parce que ça nous rend fiers. Quand vous donnez à HEC, vous aidez l'égalité des chances, vous aidez la recherche, vous aidez à avoir un impact positif sur le monde, mais quelque part, ce que nous faisons tous aussi, c'est renforcer notre marque, parce qu'HEC nous rend fiers. Et quelque part, on reçoit aussi en retour une valorisation de la marque qui nous profite à tous, puisque nous en sommes diplômés. Donc, voilà, je m'arrête là, mais oui, la Fondation est très importante. D'ailleurs, pour être très clair, quand on prend un peu de recul par rapport à l'histoire, finalement, ceux qui ont créé la Fondation, ceux qui ont développé la Fondation, tous mes prédécesseurs, avaient cette intuition, cette vision qu'il était absolument nécessaire d'avoir ce pilier durable, sûr, pérenne, pour l'avenir de notre école, parce qu'on n'est jamais sûr de qui d'autre va aider, finalement, HEC. Et donc, je voudrais quand même en profiter pour saluer la présence d'un certain nombre de personnes ce soir. Donc, je crois qu'on a, si je ma liste juste, je ne les ai pas tous vus, donc j'espère que je ne me trompe pas. On a Jacqueline, qui est là ce soir avec nous. Je voudrais saluer évidemment Adrien Couret, qui est le président actuel de l'association des anciens élèves, saluer Daniel Bernard, qui, illustre prédécesseur, a lancé la première grande campagne et qui continue à nous aider beaucoup. Je voudrais saluer Jean-Luc Alavena, dont je voudrais signaler que Jean-Luc a lancé la première action philanthropique, finalement, de notre écosystème il y a précisément 20 ans.
Donc merci pour ça. On a pu construire grâce à tout ça. Je voudrais remercier évidemment tous les bénévoles parce que bon, moi je suis là, mais en réalité j'ai autour de moi un bureau, un conseil d'administration, des gens qui passent du temps, qui ont souvent des postes élevés en entreprise et qui y consacrent de l'énergie et du temps. Je voudrais remercier Rémi Buttiot qui dirige notre comité de campagne, et tout le comité de campagne, là aussi ce sont des bénévoles qui font tout le boulot. Je dirais, moi je suis content de les avoir avec nous. Et puis bien sûr, je voudrais remercier l'école, parce que je peux vous dire qu'Éloïc qui mouille la chemise à titre personnel de manière spectaculaire pour nous aider à lever des fonds et à vous convaincre. Raphaël, qui, tête de la direction des partenariats entreprises, fait un travail extraordinaire vis-à-vis des entreprises. Et puis, toute l'équipe de la Fondation, parce que je vais vous dire, je ne dormirais pas, moi, si je n'avais pas Delphine et toute l'équipe derrière. Ils ont une énergie, un professionnalisme exceptionnel. Donc c'est grâce à tout ça, et surtout grâce à vos dons, bien sûr, que, franchement, moi, je suis très fier de la trajectoire qu'on est en train de réussir. Et c'est un formidable effort collectif. Voilà. Alors, normalement, mon cher président, tu nous dirais what's next? Comment peut-on avoir plus d'impact? C'est quoi le... Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, là? Déjà, il faut finir cette campagne en beauté. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a un levier qu'à mon avis, on peut exploiter encore plus. On a, sous l'impulsion de Jean-Paul Agon, depuis qu'il est président de l'école, fait un gros travail sous le label One HEC qui consiste à aligner encore beaucoup plus fortement l'association, l'école et la fondation pour avoir ensemble, de manière synchronisée, encore plus d'impact. Et on a, je dirais, à notre actif un certain nombre de réussites communes. On a fait le gala HEC, qui est entre l'association et la fondation, est quand même un vrai succès. On a HEC UK House. On a quand même réussi à planter un drapeau à Londres, un beau drapeau à Londres grâce à un effort commun. On a Ventures, HEC Ventures, donc on a fait pas mal de choses. Mais on peut faire encore beaucoup, beaucoup plus en fait ensemble, parce que avec 260 grands donateurs, et je les en remercie du fond du cœur, et quelques milliers, on va dire, de donateurs sur 73 000, on a encore un avenir absolument radieux devant nous pour peu qu'on mette en résonance tout l'écosystème d'HEC. Bon, alors, je vais conclure comme ça. On a une opportunité là qui fait suite à un vrai sinistre. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler, j'en suis certain, de l'incendie de l'amphi Blondeau. Je pense qu'on s'est presque tous assis dans cet amphi à un moment ou à un autre. On a eu beaucoup de chance quelque part parce qu'il n'y a pas eu de victimes, et ça c'est quand même le plus important, mais en même temps l'amphi est complètement dévasté. C'est le plus grand amphi du campus, et HEC est sans amphi aujourd'hui. Et face à ça, on va vous demander, et je vais être le premier d'ailleurs à y aller, on va vous demander de booster, d'aider l'école à faire un projet très ambitieux. Mais je vais laisser pour l'expliquer tout d'abord Jean-Paul Agon. On a une vidéo de Jean-Paul. Malheureusement, Jean-Paul ne peut pas être là. Il était là avec nous la dernière. Il regrette profondément de pouvoir être avec nous ce soir. Mais Jean-Paul a tourné une petite vidéo que je vais partager avec vous et je compléterai son propos ensuite. Bonsoir à tous. Il y a un an, nous étions réunis pour la soirée de la Fondation HEC et avec Éloïc et Olivier, nous vous parlions du projet campus. Cette année, je ne peux malheureusement pas être présent avec vous, mais je tenais à vous dire que ce projet avance bien. L'école vient de sélectionner 4 équipes candidates qui vont commencer la compétition. La décision finale est attendue pour fin 2024, suivie de réalisations qui seront conduites par phase jusqu'en 2029. Évidemment, comme vous, j'étais très attaché à notre amphi Blondeau, qui datait de la création du campus à Jouy et qui a été un repère fort pour nous tous qui avons étudié et vécu sur le campus. Il est aujourd'hui à reconstruire entièrement. Bien sûr, dans le cadre du projet du futur campus, la rénovation du Blondeau était prévue en même temps que celle de l'ensemble du bâtiment des études. Mais le destin en a malheureusement décidé autrement avec l'incendie survenu il y a 2 semaines. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les équipes de l'école qui ont fait preuve d'une adaptabilité remarquable pour gérer cette situation. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une rénovation, mais d'une réinvention
afin de redonner à cet amphi une place encore plus centrale au cœur du campus. Et nous en ferons une priorité dans le cadre du projet qui démarrera en 2025. Un amphithéâtre plus beau, plus grand, plus incontournable, qui fera le lien entre notre héritage et notre futur. Vos dons, vous le savez, sont très importants pour l'école. Et dans le cadre du projet Campus, nous aurons vraiment besoin de la mobilisation de chacun de vous. Nous appelons d'ores et déjà votre soutien dans cette première phase du projet et j'espère que vous serez nombreux à saisir l'opportunité de façonner un nouvel amphi magnifique. Nous avons ici une très belle occasion de travailler tous ensemble pour le bien d'HEC dans une dynamique fédératrice et vraiment un esprit One HEC. Les synergies entre les équipes de l'association, de la fondation et de l'école sont de plus en plus fortes et nombreuses et vous en prendrez la mesure au fil de la soirée et dans les mois à venir. Je compte sur vous, sur votre mobilisation et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Olivier, tu veux nous dire si nous avons décidé quelque chose en particulier, ce que nous avons décidé? Oui, absolument. Donc, ça a été très vite parce que l'incendie date d'il y a un peu plus de 2 semaines. Ce que l'école a décidé, c'est de construire un nouvel amphi au cœur de l'école, un amphi beaucoup plus grand, parce qu'il faut comprendre que la taille de l'école a changé depuis sa création. Un amphi de 860 places. 840 places. 840 places, c'est presque le double de l'amphi actuel. Comme on dit, je sais, on apprend à oser, donc on ne va pas reconstruire l'amphi d'hier, on va construire ensemble l'amphi de demain pour les 30 prochaines années. Et on va lancer une souscription dans les jours qui viennent. On va vous offrir l'opportunité, j'espère que vous serez nombreux à la saisir, d'apposer votre nom sur un des sièges de l'amphi. Et donc de pré-réserver des sièges du futur amphi qui sera au cœur du nouveau campus d'HEC. Dans quelques jours, ça part. Donc préparez-vous, lisez bien vos mails. Apprenez à utiliser votre souris pour cliquer sur le site. On va y aller ensemble et je suis sûr que ça va être une formidable opportunité de mobilisation de toute la communauté. Je vous remercie beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci Olivier. Alors, merci beaucoup Olivier pour le temps que tu nous consacres et ton engagement. Tu passes énormément de temps. On ne le dit pas souvent, mais merci beaucoup. J'ai appelé Éloric Perrache, directeur général de l'école, pour faire une petite plongée au cœur des préoccupations de l'école aujourd'hui. Bien comprendre l'impact de nos dons et puis les priorités et les besoins de l'école. Et c'est vrai que Éloric, souvent tu nous parles des 4 piliers sur lesquels se développe l'école, donc je vais peut-être les citer. Si vous ne les connaissez pas, il va falloir les apprendre, je pense. C'est la capacité à former des talents, bien sûr. Je vais aller rapidement, mais je pense que tu pourras évidemment compléter. La faculté à créer l'innovation, à accélérer l'innovation. La capacité à créer une recherche qui change le monde et la diffuser. Et puis, bien sûr, une dimension qui nous tient particulièrement à cœur autour du bien commun et de l'impact et du rôle d'HEC dans la cité. Et je trouve qu'on a beaucoup d'initiatives à l'école, donc et beaucoup qui sont liées aussi aux donateurs. Et je voulais peut-être qu'on sélectionne 1 ou 2 avancées qui sont semblées majeures cette année dans, par exemple, les 4 piliers de l'école. Donc, si on commence par les talents, la formation des talents, qu'est-ce que tu peux nous dire qui est nouveau et qui a été impulsé par le mécénat? Allez, on y va. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver dans ces temps un peu troublés. La force du collectif qui s'est beaucoup exprimée sur le campus, mais la force du collectif, elle s'exprime aussi ce soir. Donc, voilà, merci beaucoup d'être au rendez-vous dans un magnifique théâtre. Il y a effectivement 4 piliers qu'on met en avant. Le premier, d'être un lieu unique de concentration de talents. Vous savez, tout à l'heure, c'est Olivier qui l'a dit, je crois, 130 nationalités sur le campus. C'est magnifique d'avoir des étudiants brillants qui viennent du monde entier. C'est bien d'être un talent en arrivant, il faut aussi être un talent quand on est diplômé et un talent pour le reste de sa carrière. Et donc, il y a beaucoup de sujets qu'on pose. On vient de mettre en place une transformation du programme académique de l'école
qui a été beaucoup porté par Yann Algan, qui a beaucoup été porté par l'Institut SNO. Je crois que j'ai vu Rodolphe qui est ici. Vous en donnez 4 éléments. On a parlé de Chamonix. 100% des élèves issus de classes préparatoires partent à Chamonix. Ils vont sur la mer de glace avec des glaciologues. Essayer de parler et de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes. Ils vont effectivement en revue, ils vont faire de l'escalade. Et puis ils reviennent sur le campus et ils ont un cours obligatoire. 100% des élèves suivent un cours sur les limites planétaires, qui est fait par François Gémen. Donc on a recruté François Gémen à HEC, un grand professeur sur les sujets du réchauffement climatique, des migrations, grand expert du GIEC, et qui a monté intégralement ce nouveau cours. C'est intéressant dans une école de commerce qu'on soit le mieux formé à appréhender des opportunités, à pouvoir développer et faire progresser des organisations qu'on crée ou qu'on rejoint. Mais il est fondamental de parler les langages. Et donc aujourd'hui, nos élèves, ils doivent parler IA, ils doivent parler climat, ils doivent parler technologie. Il y a tout un ensemble de langages qu'il faut parler pour pouvoir créer les dimensions des clés de l'action collective. Et donc après, 100% des élèves, dès la première année, vont passer du temps avec des entreprises de l'ESS et des associations sur le terrain. Donc ils vont tout de suite aller sur le terrain, alors qu'avant on attendait un petit peu plus. Et ils vont accompagner soit des grandes associations, soit des petites structures, et travailler sur ces dimensions d'impact sociétal très fort. 100% des élèves en janvier vont être sur des tâches répétitives dans des structures qui peuvent être plus ou moins grandes. Et là aussi, comprendre le quotidien de gens qui gèrent des tâches un petit peu plus ennuyeuses peut-être parfois, peut-être moins satisfaisantes pour certains, mais qui sont absolument clés pour qu'un certain nombre de sujets avancent. Et donc, ça, c'est nouveau et ça fait partie du curriculum de ce que font les élèves. Et en même temps, l'idée aussi que HEC soit une école de sciences sociales importantes. Et donc, on a monté tout un ensemble de cours sur le futur des démocraties, des cours sur des enjeux de géopolitique, des cours sur des enjeux scientifiques, technologiques beaucoup plus importants. Parce que pour avoir la capacité d'avoir une vision demain et entraîner un collectif, il faut comprendre ces grands enjeux aussi. Et donc, on a une réforme assez profonde qui a été entamée. Et tout à l'heure, Olivier le disait, une partie des dons, c'est aussi pour soutenir l'innovation pédagogique. Et là on est au cœur de l'innovation pédagogique sur un certain nombre, sur une dimension particulièrement importante et clé sur lesquelles forcément HEC doit être très positionné. Et sur la recherche, est-ce que tu peux nous signaler une initiative particulièrement qui est née cette année? La recherche, alors dans le passé j'ai entendu de temps en temps des personnes dire on fait de la recherche, c'est important pour les rankings. Donc je voudrais balayer cette idée du revers de la main. Okay. Enfin, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Si on fait de la recherche, c'est parce que ça doit transpirer dans les cours, c'est parce que ça doit nous permettre, toutes et tous, de mieux comprendre le monde. Et donc nos chercheurs, l'objectif c'est qu'ils soient influents, qu'ils soient connectés à vos entreprises, qu'ils soient connectés aux grands enjeux de société, et qu'ils amènent un peu une boussole pour mieux comprendre et regarder un certain nombre de manières de faire face à ces défis-là. Il y a une initiative là aussi qui a été portée au sein de l'Institut SNO qui est l'Impact Company Lab. Alors l'Impact c'est marqué là en énorme. L'Impact Company Lab c'est vraiment un lieu où on va mettre ensemble des entreprises qui ont des projets, qui ont de la data et des chercheurs. On va pas chipoter, mais grosso modo l'estimation c'est qu'il y a à peu près 1000 milliards de dollars dépensés sur des initiatives sociales et environnementales dont très souvent on est incapable de mesurer l'impact. Ou en tout cas, on a du mal à mesurer l'impact. Et l'idée, c'est qu'on a des chercheurs particulièrement bien formés, experts sur ces sujets de mesure d'impact. Et l'idée, c'est qu'ils amènent de l'intelligence dans ce sujet-là, qu'ils soient capables de récupérer ces données et de se dire, on va analyser de manière scientifique l'impact de ces initiatives, de ces investissements, aider les entreprises à avoir un regard un petit peu différent sur des engagements qu'ils peuvent avoir. Une fois qu'on a fait ça, et on l'a fait donc l'Impact Company Lab qui est très soutenu par Schneider Electric. Et donc voilà, merci parce que c'est la capacité à créer des écosystèmes. Okay, HEC, je pense qu'on est particulièrement fort pour créer ce genre de choses-là. Donc après, l'idée c'est quelles sont les best practices. Est-ce qu'on peut partager les résultats? Est-ce qu'on peut faire progresser le collectif? Parce qu'on a pu analyser à un moment donné que
bah, telle initiative, ça marche pas, ou ça marche pas dans tel contexte, ou que les conditions pour que ça marche mieux, c'est celle-ci. Et puis après, on peut incuber des projets d'impact sociétal fort, qui demain vont pouvoir avoir plus d'impact encore parce qu'ils seront récupérés et portés par des entreprises. Donc l'Impact Company Lab, ben c'est un peu le meilleur de l'école, c'est-à-dire que c'est articulé autour des enjeux d'impact, c'est en lien fort avec les entreprises, et c'est montrer tout l'intérêt, en tout cas, d'avoir des chercheurs de premier plan à HEC pour mieux comprendre le monde. Alors, il y a une troisième dimension qui est chère à la communauté HEC, c'est l'innovation. L'année dernière, on a reçu un legs très important de Philippe Fauriel-Destezé, HEC 58 et entrepreneur hors pair. Et nous avions choisi de le diriger en grande partie vers un programme d'entrepreneuriat phare d'HEC, le Launchpad. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement concrètement, qu'est-ce que ça change en fait pour ce programme ? Alors effectivement, l'entrepreneuriat, enfin, on vient d'en parler, la dynamique entrepreneuriale, elle est incroyable. Tout à l'heure, Olivier disait, il y a à peu près 350 entreprises à l'incubateur HEC. Alors, moi je me souviens parce qu'avec quelques élèves, 2 jeunes élèves en 2007, je l'avais créé, l'incubateur dans un hall de résidence, je ne sais plus lequel, il y avait une petite salle, voilà, et puis il y avait quelques boîtes. Aujourd'hui, on ne sait plus où les mettre. On en sélectionne moins de 10% de celles qui se présentent. On a monté des programmes et certains sont impliqués sur des enjeux très techno. Donc aujourd'hui, on a des problèmes sur l'espace, sur l'IA, sur la data. Et il y a une véritable volonté de créer des boîtes. Et donc on a, avec un ancien élève qui s'appelle Guillaume Le Dieu-de-Ville, lancé le HEC Startup Launchpad en 2016. Et donc l'idée, c'est que quelle que soit la majeure dans laquelle vous êtes, que vous soyez même à la grande école, au MBA ou dans un master, vous pouvez quitter votre programme et rentrer dans un programme de 11 semaines, complètement dédié à la création d'entreprises. Donc, HEC Entrepreneur, il y a beaucoup d'étudiants qui le font, mais des étudiants de la majeure finance, de la majeure marketing, compta, stratégie, etc., vous pouvez quitter votre majeur et retrouver un certain nombre d'élèves. Il y a, depuis 2016, 8 ans, 325 projets qui ont été accompagnés, 820 élèves qui se sont engagés sur le programme, 120 startups encore actives aujourd'hui, donc plus du tiers des jeunes pousses qui ont été à un moment donné une idée sur le campus sont encore présentes aujourd'hui, dont certaines sont à l'incubateur, en sont passées, ont levé des fonds, etc., etc. Et donc, le Launchpad, c'est ça, et au moment où on se parle, aujourd'hui, on a à peu près sans doute 60, 70, 80 boîtes qui sont créées par des élèves qui sont encore en scolarité. Ils ne sont pas encore diplômés, ils sont en dernière année, ils sont en M2, et ils sont en train de créer leur boîte sur le campus. Ça, c'est une transformation massive. Quelques années, on ne les avait pas. Et donc le Launchpad, c'est ce programme en 11 semaines. Première phase, c'est beaucoup de terrain, aller chercher de la donnée. Énormément de données. On a une idée, mais on a envie d'aller creuser un petit peu la partie données. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle un design sprint, qui essaie de regarder où va être la valeur. Et la troisième partie, c'est vraiment passer au côté vente et avoir les premiers revenus générés par le projet. C'est extrêmement intense comme programme. Le LEG permis d'avoir une équipe beaucoup plus solide pour porter ce projet-là, parce qu'aujourd'hui, c'est 150 élèves qui sont dans ce programme. L'objectif, ça a été d'internationaliser aussi. On avait commencé grâce à Pascal Cani, qui avait fait un don pour avoir un accord avec NYU. Donc on a des étudiants d'NYU qui viennent à HEC pour leur période d'échange dans le programme. Mais il faut voir les yeux qui brillaient des étudiants d'NYU, quoi. Ils étaient là en disant mais nous on n'a pas ça à NYU. Ce programme-là, c'est incroyable. Donc nous, ça nous fait du bien aussi. Et puis ça nous réconforte dans l'idée qu'on était dans une bonne idée. Et donc on est en train en ce moment d'étendre à MIT et à Wharton pour avoir des étudiants de ces institutions, de ces Ivy League américaines, qui ont la possibilité de venir en échange. Et puis nous, on peut envoyer des étudiants dans ces institutions-là à leur tour. Et donc on internationalise aussi ce Launchpad. L'idée, c'est d'engager beaucoup plus la communauté. Donc on a énormément de mentors, énormément d'investisseurs qui donnent de leur temps. Et puis forcément, on va vous en parler beaucoup plus, parce que c'était un peu best kept secret, certains ont peut-être entendu un peu parler, je vous en parle ce soir, mais on va beaucoup plus communiquer autour de ça. Donc le LEG, c'est un changement de dimension beaucoup plus fort, plus de projets, des meilleurs projets, plus international, et aussi une communauté plus engagée à nos côtés. Bon, last but not least, l'égalité des chances, parce que s'il y avait un projet, mais court.
Moi, je suis bien. Donc. Bah, t'es passionné, bien sûr. Alors, un projet... donc, vous savez l'engagement d'HEC est très fort, que ça soit sur le campus, mais très en amont. Olivier a parlé des bourses données à des étudiants boursiers qui sont en prépa, qui, pour la plupart, rentreront pas forcément à HEC, mais on a transformé leur ambition. Mais c'est exactement la même chose avec un projet qui s'appelle Eloquentia at HEC, qui a été au cœur du gala. Certains d'entre vous étaient peut-être au gala, peut-être ont fait un don à ce moment-là. Et donc c'est un concours d'éloquence pour les lycéens. Je ne sais pas si vous avez vu le film à voix haute, le documentaire à voix haute. Je l'ai vu, j'ai été touché et j'ai appelé Stéphane de Freitas en lui disant on va faire la même chose. Et donc on a une sélection dans l'ensemble de la France. Donc on monte des concours d'éloquence dans les quartiers nord de Marseille, à Lyon-la-Duchère, à Grenoble, à Mantes-la-Jolie, à Sarcelles, etc., etc. C'est plusieurs centaines d'élèves. Il y a des zones où il y a plusieurs centaines d'élèves. À Marseille, on a fait un énorme concours avec plusieurs centaines d'élèves dans différentes zones. Et puis on en sélectionne 75 qui viennent sur le campus et qui sont formés à l'éloquence, comme dans À voix haute, avec tout un ensemble de professeurs. Et puis ils font les huitièmes de finale, quarts de finale et demi-finale. Et jusqu'à maintenant, ils faisaient la finale dans le Blondeau. Alors c'était en juillet, donc on avait encore le Blondeau. Et puis cette année, on a décidé, et si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit pardon, on a décidé de faire la grande finale à la Cigale. Donc nous, en ce moment, tous les 15 jours, on est dans une grande salle de théâtre. Aujourd'hui, c'est Gaveau. Il y a 15 jours, c'était la Cigale. Et la Cigale, il y avait les 6 finalistes du concours éloquentien et il y avait 900 personnes dans la salle. On a lancé une invitation, 900 personnes, des anciens d'Eloquentia, des personnes du réseau des alumni, des journalistes, etc. La salle était pleine à craquer. Et on a 6 élèves, entre 15 et 18 ans, qui se sont produits devant cette salle. 3 sujets. À chaque fois, il y en a un qui devait répondre oui, l'autre qui devait répondre non. L'individu est-il au service du collectif? Faut-il envier les fous? Le meilleur est-il à venir? C'était hallucinant, extrêmement impressionnant. 4 élèves sur 6, aucune note. 8 minutes devant tout le monde, sans aucune note. Les autres les avaient dans la main vraiment au cas où. Et c'est une jeune fille de 15 ans qui a gagné le premier prix. Assez incroyable, elle vient du lycée Thiers à Marseille. Et je pense qu'en faisant ça, on a une capacité incroyable à changer des destins, à changer leur ambition. Tous ceux qui avaient perdu en quart de finale, en huitième de finale, ceux qui sont venus sur le campus, sont tous venus voir quand est-ce qu'on peut revenir, est-ce qu'on peut le refaire. Et voilà, Eloquentia, c'est aussi une initiative soutenue par la Fondation HEC. Sans la Fondation, il n'y a pas Eloquentia. Et beaucoup d'anciens sont revenus du programme. Ils sont en médecine, ils sont en archi, ils sont à l'université, ils font du cinéma, ils font du stand-up, ils font tout un ensemble de choses. Voilà, beaucoup de destins changés grâce à vous. Et donc merci beaucoup de soutenir ce genre d'initiative aussi. Merci pour ce petit résumé très rapide de l'école. Tu pourrais continuer des heures, mais on a un petit timing. Donc merci beaucoup Eloïc et bravo à toutes les équipes. Mais Eloïc reste au cocktail, donc vous pourrez échanger avec lui. Alors évidemment, Olivier l'a dit, c'est 50% des fonds qui financent des projets chaque année sont dédiés à la diversité, à l'égalité des chances et à toutes nos actions dans ce domaine-là. Et la soirée de la Fondation, c'est aussi un moment pour rencontrer, découvrir des visages des personnes qui sont soutenues par vous. Ce soir, vous allez découvrir 4 personnes qui ont accepté de partager leur parcours avec nous. Mais avant de les retrouver, on avait des petites capsules vidéo qu'on a tournées le jour de la cérémonie de remise des diplômes pour vous. La bourse a été un énorme coup de pouce au départ, puisqu'elle m'a permis donc de financer une partie des études. Et aujourd'hui, je pense que j'envisage le futur avec beaucoup plus de sérénité. Ça a été vraiment une aide financière. J'aurais pas pu me permettre toute seule de financer HEC. Just also reflecting on how many people I've met and how many things that I've experienced. So it's been a very incredible journey. La Fondation a joué un rôle très important dans mon parcours. Au-delà de l'aspect financier, c'est surtout un accompagnement humain et c'est vraiment quelque chose de précieux que
je garde en mémoire et encore une fois, un grand merci. Everything was possible thanks to these donors because I'm coming from a developing country and I hesitated whether I should go to HSC because it was a bit expensive, but this support really helped me. J'ai vu des Allemands, des Français, des Libanais. Je me rappelle mes premiers jours sur le campus. J'ai vu le monde à HEC Paris et c'est exactement ce que je projetais en fait quand je rêvais d'HEC Paris. Les amitiés que j'ai pu lier avec des personnes d'HEC, c'est ce que je retiens le plus. Je pense que l'expérience la plus importante, c'est l'expérience humaine et les relations qu'on peut créer et qui, j'espère, perdureront le plus longtemps possible. J'espère être à la hauteur de ce que vous avez pu donner à HEC moi-même dans quelques années. Et voilà, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Vous pouvez être fiers, très fiers de votre impact et du rayonnement de cet impact dans notre carrière future. Et c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons Abdallah Semieh, qui est donc un des 6 finalistes du Summer Camp de Eloquentia HEC. Sarah, mettez-vous devant, ce serait mieux. Sarah, qui donc diplômera en 24, donc l'année de la fin de la campagne, et qui est donc un fellow du programme Pacte Afrique. Justin, qui sera diplômé en 26. Bon, c'est pas tout de suite. Donc, tu es quand même en M1, très engagé dans les actions étudiantes. Et puis, nous avons Fatouma. Fatouma a participé au programme d'entrepreneuriat au féminin HEC Stand-Up en 2022. Donc, tu es certifié de ce programme. Et tu as fondé Beauté Innée, j'ouvre les guillemets, la première marque de cosmétiques qui utilise l'intelligence artificielle pour définir précisément le soin sur mesure qui vous va vraiment. Bon, je crois qu'on a des spécialistes dans la salle. On en reparlera après. Abdallah, je te laisse démarrer. Ouais. Au pupitre. Vous m'entendez bien? Ok, très bien. Alors, bonjour à tous déjà. J'espère que vous allez tous très bien. C'est difficile de passer après tout ce beau monde. C'est compliqué, mais je vais essayer de faire ça bien comme vous. J'ai eu la chance, moi, de participer au Summer Camp d'Eloquentia à HEC. C'était vraiment une expérience incroyable. J'ai noué des relations fortes avec des gens et j'ai eu la chance de faire partie de cette famille qui est à HEC pendant une semaine. Être sur le campus, ça m'a permis de m'autoriser à croire que c'est possible et d'envisager moi aussi de faire HEC après le bac, donc tenter le double diplôme. Initialement, je suis plus scientifique, je ne savais pas que je pouvais faire un double diplôme école d'ingénieur HEC, mais être sur le campus, ça m'a permis de me projeter et de pouvoir me dire que oui, c'est possible et que je peux le faire. Olivier, tu parlais de ce plafond de verre. Cette semaine l'a complètement cassé. Et je suis ressorti grandi de cette expérience. Alors, je tenais à vous remercier tous. L'ambiance avec les autres jeunes, elle était incroyable. J'ai pris vraiment du plaisir durant toute cette semaine dans cette expérience. Je me suis sorti de cette semaine avec des personnes avec qui je projette de lancer des business, avec qui je projette de faire des vacances. Et ça, c'est incroyable. Je ne pensais vraiment pas que c'était aussi fort et que ça allait créer des relations aussi fortes. Alors ce soir, je voudrais vous remercier. Merci sincèrement à tous les donateurs de la Fondation BRED, de la Fondation Michelin ou de la Fondation HEC. Merci beaucoup parce que votre soutien, il a un véritable impact sur la vie de tous les jeunes. Et moi, ça m'a permis personnellement de croire que tout est possible. Alors merci beaucoup. Présenter son texte devant 850 personnes, 900, c'est quelque chose de pas facile. Et j'ai commencé comme aujourd'hui, et le public il m'a attrapé, et je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais. Parler avec des gens, les regarder sourire, les regarder rire, parfois pleurer, et c'est vraiment une expérience unique qu'on a eu la chance de vivre avec Charlotte, Jassia, Ruben, Emma et Faima. Et je voulais juste vous remercier car c'est grâce à vous. Et sans ça, sans votre soutien, cette expérience, ça n'aura pas été la même et ça n'aura pas permis à 80 jeunes de venir chaque été sur le campus et de pouvoir participer à ce Summer Camp. Alors merci. Merci beaucoup.
Sarah, est-ce que tu veux poursuivre? Bonsoir à tous. Je suis Sarah Kwame, étudiante ivoirienne et bénéficiaire du programme Pacte Afrique. J'ai fait l'entièreté de mon cursus scolaire et mes études d'ingénieur agronome en Côte d'Ivoire. Et très tôt, mon parcours a été marqué par une ambition grandissante d'avoir de l'impact sur ma communauté et sur le monde. Et j'ai travaillé auprès d'agriculteurs, ces hommes et ces femmes qui ont mis leur cœur, leur temps, leurs économies au service du travail de la terre. Et j'ai très vite compris que leur défi ne se situait pas au niveau de la technicité de l'ingénieur agronome. Ils avaient besoin d'accéder au financement. Ils avaient besoin d'une voix pour être compris et entendus par les apporteurs de capitaux. C'est ainsi qu'intérieurement, je décide de devenir cette voix, de porter la double cassette d'ingénieur agronome et finance, de pouvoir en fait présenter les différents risques de ce secteur d'activité et donc de comprendre les complexités de la finance, d'élargir mon réseau, de pouvoir intégrer l'une des meilleures universités au monde, HEC Paris. Donc j'avais en soi la motivation et le storytelling pour expliquer pourquoi HEC Paris, mais l'enjeu qui demeurait était comment y arriver. Et c'est à ce moment-là que je découvre le programme Pacte Afrique qui apparaît comme une lumière sur mes sentiers. Ce programme m'a permis de bénéficier d'un accompagnement sur mesure lors de mes entretiens, lors de la préparation aussi aux tests d'admission et m'a permis aussi de peaufiner mon projet professionnel. En soi, plus qu'un programme, moi je dirais que Pacte Afrique, ça a été un pont vers mes rêves. Et grâce à Pacte Afrique, j'ai pu intégrer HEC Paris, j'ai pu faire la rencontre de personnes de divers horizons, tous avec une histoire différente, avec leur propre vision. Et aujourd'hui, je suis en dernière année du master en majeure finance et je pèse énormément la grandeur de votre générosité. Je tiens à vous dire merci du fond du cœur, à exprimer ma profonde gratitude, car c'est grâce à votre générosité et à votre croyance en l'égalité des chances que j'ai pu écrire cette ligne de mon histoire. Et aussi, j'aimerais vous dire que vous êtes des artisans du changement, vous êtes les leaders du monde de demain et vous croyez en l'égalité des chances pour nous, ces personnes qui n'y en avaient pas assez auparavant. Et ensemble, je suis persuadée que nous écrirons une histoire qui marquera l'Afrique et le monde. Je vous remercie. Justin. Merci Sarah. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. Je suis Justin Martin, j'ai 20 ans, je viens d'un petit village des Cévennes et je suis devant vous aujourd'hui en tant qu'étudiant d'HEC, HEC Paris. Mais la voie ne m'était pas tracée, toute tracée, loin de là. Mon père, donc avant son décès il y a un peu plus de 6 ans, était maçon et ma mère à ce moment-là était secrétaire de la mairie de mon village. Et même si mon frère entrait en école de commerce, HEC n'était pas une certitude. Une fois arrivé en prépa à Montpellier, j'ai découvert qu'HEC, grâce à la fondation, grâce au programme Égalité des chances, avait des programmes d'accompagnement pour les préparationnaires. Un programme notamment nommé Prép Étoile, qui aide les meilleurs préparationnaires boursiers de France à préparer et à intégrer HEC. Je l'ai suivi une première année, une deuxième année avec ma tutrice, Irène Rodriguez, aujourd'hui en M2 à HEC, avec qui nous avons pu forger des liens forts qui perdurent aujourd'hui grâce à l'école, grâce à la fondation. Mais ceci m'a surtout permis de croire qu'HEC, c'était possible. Ça a été dit, je le redis encore, de faire croire que HEC, c'est possible et surtout d'avoir des personnes derrière nous qui croient en nous. En plus de cela, pendant les concours, j'ai bénéficié d'une bourse de mobilité qui a été aussi évoquée auparavant. J'ai aussi appris que la fondation permettait de financer, pour ma part, près de 1/4 de mes frais de scolarité, ce qui me permettait de penser HEC et de croire HEC sans me soucier des obstacles sur le long chemin qui mène à l'école. Aujourd'hui à HEC, je vis pleinement l'expérience HEC que vous avez tous vécue ici et dont je compte profiter pleinement. Je souhaite aussi la faire vivre à d'autres puisque le programme dont j'ai été tutoré et puis tuteur, aujourd'hui j'en suis le responsable avec Fleur de Bitume et l'égalité des chances. À côté de cela, je suis capitaine de l'équipe de basket d'HEC avec Michael, le président présent parmi nous ce soir. Je suis aussi membre du BDE et président du Nirun. Enfin bref, je vis de nombreuses...
Profite de ton expérience à HEC. Je profite pleinement de cette expérience. Et tout ça justement pour vous dire que c'est un peu grâce à la Fondation que je vis tous ces projets, ces événements, ces soirées comme ce soir, comme le gala des alumni, comme la soirée L'Oréal. Et que sans vous, sans les dons, je ne serais peut-être pas là devant vous ce soir, je n'aurais pas ces opportunités, pas ces chances. Et donc je souhaite vous remercier grandement, comme beaucoup le feront après moi, comme beaucoup l'ont fait avant moi. Et vous remercier grandement pour vos dons et vous dire que ça permet vraiment d'y croire et de rendre HEC possible. Merci Justin. Fatoumata. Alors oui, Fatoumata ou Fatou. Fatoumata. Les trois me vont parfaitement. Écoutez, je suis très très honorée d'être présente parmi vous. Je me présente, je m'appelle Fatoumata Kibé. J'ai cofondé il y a quelques temps une entreprise, une start-up. Familiale, puisque je l'ai cofondée avec mes 2 sœurs, avec lesquelles j'ai pu bénéficier d'un accompagnement magnifique, c'est le terme, chez le programme HEC Stand-Up. Alors HEC Stand-Up, il nous a révélé, clairement. Il nous a révélé, moi et Kedi Diatou qui est dans le public, puisqu'il nous a permis d'oser. Je l'ai entendu plusieurs fois ce soir, mais c'est exactement ça et c'est pas facile pour plusieurs femmes, dont moi, de passer à l'action. Mais croyez-moi, depuis 1 an, on ne m'arrête plus. Clairement, on nous arrête plus. On a réussi à construire une start-up qui a pu être incubée à la Station F, qui a pu également être incubée à Chartres. Et je vais pouvoir donner quelques mots de ce que c'est que Beauté Innée. Beauté Innée, c'est le premier institut virtuel spécialisé en soins de la peau et qui nous permet aujourd'hui de régler les problématiques les plus simples ou les plus compliquées, notamment grâce à l'IA, donc avec une simple photo, et grâce notamment à des questions très précises, on est en capacité de vous donner en temps réel des recommandations de produits sur mesure et qui répondent à vos besoins immédiats. Rien que ça. Ça, c'est grâce aussi à ma sœur qui est data analyst. Et aujourd'hui, moi, ancienne esthéticienne, j'ai réussi, grâce à Stand-Up, à vraiment passer le cap, à me dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi le moyen de valoriser les métiers d'artisanat français et de pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre. Alors, comment ça a commencé HEC Stand-Up? C'est une opportunité dingue. On m'a dit, tiens, il y a Stand-Up, ça peut être pas mal. Je me suis dit, j'adore le théâtre, ça va le faire. Pas du tout. En fait, c'est un super programme qui m'a permis et qui nous a permis de nous dépasser, notamment grâce à Nathalie Rion, Béaté Baudou, à Hervé, qui est sans doute dans la salle, et à challenger notre idée. La challenger parce que parfois on a des idées parfois toutes faites de ce que c'est que l'entrepreneuriat, mais là on nous a poussé à aller étudier, challenger les mythes qu'on connaît tous de l'entrepreneuriat et à nous dépasser au quotidien. Ce programme, il a une particularité remarquable parce qu'il nous a aidé à transformer une simple idée en chiffre d'affaires. Effectivement, en 2 mois, on a pu du coup développer et générer des revenus, Et du coup, au nom de la communauté Stand-Up, ce soir, nous, on tenait à remercier la Fondation. On vous pousse à continuer à donner parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de femmes qui se révèlent au quotidien, qui sont créatrices aussi de nouveaux emplois. Et aujourd'hui, avec Beauté Innée, on arrive nous aussi à satisfaire un maximum de clients. Donc, je vais terminer parce que je suis un peu pipelette, mais chers donateurs, franchement, votre soutien, il a eu un impact considérable sur les missions et les initiatives d'HEC Stand-Up, renforçant ainsi l'engagement et la détermination de toutes les participantes à réussir ce programme et à mettre tout en œuvre pour réussir leur projet de création d'entreprise. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien inestimable. Merci beaucoup. Bravo. Bravo à vous surtout. Merci. 4 étoiles qu'on va suivre. Je vous invite à regagner votre place et merci beaucoup pour votre partage et bonne chance pour votre parcours. On vous suivra. Merci. J'en profite pour remercier les équipes de l'école parce qu'effectivement tous ces programmes se déploient grâce à l'énergie et à l'engagement des personnes qui œuvrent à l'école. Donc bien sûr, nous avons parlé du Centre Innovation et Entrepreneuriat, la mission Égalité des chances est extrêmement active. Vous avez, je crois, 6 personnes de la mission Égalité des chances qui sont là ce soir. Donc, très engagées. Bien sûr, toutes les personnes à direction internationale qui contribuent aussi à déployer les programmes comme Pacte Afrique. Et bien sûr, j'oublie sûrement quelques, mais je pense que c'est important de les remercier. Après cette séquence émotion, nous allons parler d'une autre forme d'engagement et donc avec 3 entreprises
qui, à travers leur action de mécénat, ont vocation à avoir un impact pour le bien commun à travers HEC. Et pour partager la dynamique des liens qui nous lient aux entreprises aujourd'hui et particulièrement dans l'année écoulée, et animer la table ronde qui va suivre avec les invités que je remercie de leur présence, j'appelle Raphaëlle Gauthier, qui est directrice exécutive des partenariats entreprises et des fonds publics à HEC depuis quelques années maintenant, et avec qui nous œuvrons tous les jours. Je te laisse la parole. Merci Delphine. Merci de mettre à l'honneur les entreprises mécènes de la Fondation et également des entreprises partenaires d'HEC Paris. Bonsoir à toutes et à toutes. Ici, dans cette salle magique qu'est la salle Gaveau et également en ligne. Cette dernière année, comme l'a dit Delphine, aura été particulièrement marquante du point de vue des partenariats entreprises. Et si je devais donner quelques exemples pour illustrer cela parmi nos 40 entreprises partenaires, eh bien voilà ce que je dirais de ce qui s'est passé depuis décembre 2022. Certaines ont soutenu HEC par un don transformationnel, et notamment Schneider Electric et XTX Markets. Certaines ont renouvelé ou créé une chaire de recherche ou une corporate initiative, et je cite particulièrement Worldline, Rothschild & Company, Nexans, Antin Infrastructure Partners, Mazars, Cassib, Société Générale, CMA-CGM, ICAD et L'Oréal. Et au nom d'HEC Paris et de son écosystème, comme des porteurs de projets et des bénéficiaires, j'aimerais remercier chaleureusement toutes les entreprises partenaires. Leur soutien, votre soutien, sous des formes à chaque fois uniques, est précieux pour amplifier l'impact au service de l'économie et de la société et construire ensemble, avec les étudiants, les professeurs, les alumni, de nouvelles perspectives. Et justement, pour illustrer cet engagement, j'aimerais convier nos invités, chacun à leur tour, à me rejoindre sur scène pour partager avec nous leur vision, leur regard sur HEC Paris et l'impact que nous pouvons avoir ensemble. Gwenaëlle Abissuette, directrice générale des opérations Europe de Schneider Electric, partenaire de la première heure, sous l'impulsion de Gilles Vermaux-Desroches autour de la thématique économie inclusive, Schneider soutient plusieurs dimensions d'HEC et est l'un des 7 grands mécènes du centre High Paris, dédié à l'intelligence artificielle. Christopher Guérin, directeur général de Nexans. Nous avons signé en avril 2023 la chaire Nexans Orchestrating Sustainable Business Transformation, dont le but est d'accompagner les entreprises sur la voie de la durabilité. La chaire est dirigée par professeur Sébastien Becker. Enfin, Hervé Elias, président du groupe Mazars. Mazars est partenaire depuis 2011 et nous avons signé en septembre dernier la chaire Purposeful Governance, dédiée au leadership éclairé autour de la gouvernance, du conseil et de la comptabilité multicapitaux. La chaire est dirigée par professeur Luc Pogam. Alors, merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. Je pense qu'il y a une famille thématique qui vous unit à HEC, qui est l'ESG. Mais ce qui frappe surtout, c'est à la fois la force de votre engagement et le caractère assez unique de chacun de vos partenariats. Peut-être, Gwenaëlle, tu peux, pour commencer, nous préciser un petit peu en quoi le lien entre Schneider Electric et HEC est unique. Alors, d'abord, pour remettre dans le contexte, ce partenariat, en fait, il a commencé il y a plus de 10 ans, et puis il a évolué au fur et à mesure du temps. Il a commencé il y a plus de 10 ans par une rencontre au Bangladesh entre HEC, orchestrée par HEC et Muhammad Yunus, célèbre économiste, entrepreneur, qui a créé d'ailleurs la première institution de microcrédit. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça a été un élément déclencheur dans notre démarche de développement durable. Comment avoir une démarche qui soit la plus inclusive possible? C'est à ce moment-là que nous, à Schneider Electric, avons décidé de créer une activité développement durable qui soit la plus transversale possible, la plus prégnante à l'intérieur de notre organisation, et puis qu'elle soit en mesure d'apporter des réponses concrètes aux enjeux de société. Un enjeu de société aujourd'hui, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une énergie qui soit fiable dans le monde. À l'issue de ce déplacement au Bangladesh avec HEC, nous avons mis en place notre premier programme d'accès à l'énergie, avec un objectif, donner accès à l'énergie à plus de 50 millions de personnes à l'horizon 2025. C'est pas beau? Ça, c'est un chiffre. Ça, c'est un engagement. Le deuxième élément que nous avons décidé ensemble, c'est l'accès à la formation, aussi enjeu de société. Et pourtant, si crucial pour le développement de nos économies.
De la même manière, un engagement, 1 million de jeunes à qui nous allions donner accès à la formation dans nos métiers, des métiers de l'énergie, à l'horizon 2025. Et tout ça est traqué, avec un objectif, pouvoir impulser partout dans le monde ce type d'initiative. Accès à l'énergie et éducation. Pour moi, c'est important de vous le dire parce que quand on pense développement durable, on pense aux engagements CO2, aux engagements environnementaux. Oui, c'est très important. Mais le développement durable, c'est très transversal. C'est ce qu'on peut apporter à la société pour la pérenniser dans l'avenir. Alors ça, c'était la première étape de notre partenariat. Et puis, finalement, au fur et à mesure du temps, on apprend. Le développement durable, c'est sans fin. C'est toujours se réinventer. Puis la nouvelle étape, justement, eh bien, c'était l'année dernière. On a décidé de donner une impulsion supplémentaire pour donner un volet plus multidimensionnel à notre approche. On l'a dit, entrepreneuriat, deep tech, premier élément. Égalité des chances à l'international, deuxième élément. Intelligence artificielle et gestion de la donnée, troisième élément. Donner cette impulsion-là. Pourquoi c'est important? Parce que Schneider Electric, c'est un groupe qui est mondial et nous sommes organisés par hub géographique. Chine, États-Unis, Europe, Inde, organisation géographique. Or, c'est le reflet aujourd'hui des étudiants qui sont à HEC. Donc pour nous, c'est très important de capitaliser sur la ressource humaine et puis la diversité de nos sociétés pour pouvoir en extraire le maximum sur l'engagement inclusif en matière de développement durable. Donc voilà, ce partenariat, il a évolué au fur et à mesure du temps. On a parlé de lab tout à l'heure. Le premier lab, c'est l'Impact Company Lab. Comment arriver à avoir de l'impact? On peut être très persuadé, nous, en tant qu'entreprise, qu'on a un impact par nos engagements, etc. Mais parfois se confronter justement aux jeunes étudiants, aux professeurs de HEC qui nous challengent dans nos démarches d'impact, c'est ça qu'on a besoin. Voilà le premier lab. Le deuxième lab, c'est Creative and Destruction Lab. Pourquoi créer et détruire? En fait, c'est mettre en regard ce que nous faisons avec les startups, l'écosystème. Quand on est un grand groupe, on a besoin de cette connexion pour se challenger. Ça, c'est le deuxième lab, justement, sur lequel on travaille avec HEC. Et puis le dernier volet, finalement, c'est Executive Education. Nos entreprises et nos leaders ont besoin de cette connexion avec les grands professeurs, avec l'organisation de HEC pour nous challenger, là encore, sur notre vision de société. Voilà, troisième volet. Tout ça pour dire que ça a commencé au Bangladesh, ça a pris une dimension qui est fulgurante grâce aux équipes d'HEC et à l'ouverture que nous avions avec l'écosystème d'HEC. Merci beaucoup, Gonel. Christopher, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est née la chaire Nexence? Parce que je vois que tu as une histoire à nous partager. Par hasard, en fait. On est une des rares sociétés industrielles du capital goods européen à ne pas donner d'objectif de croissance. Et depuis 2018. Et la Covid a été un accélérateur pour nous, puisque on s'est dit c'était une crise systémique, une crise sanitaire engendre une crise de revenus engendre une crise de marge engendre une crise de cash, et si l'entreprise n'a plus de cash, c'est une crise sociale. Donc on s'est mis d'accord avec l'ensemble des managers pour dire on va éviter la crise sociale, donc on va piloter le cash. On a fait un travail depuis déjà plus de 5 ans de profiler l'ensemble de nos clients sur beaucoup de critères stratégiques, de risques environnementaux ou des critères financiers bien évidemment. Et en fait, on a utilisé la Covid comme disent les Chinois, on a transformé cette crise en une opportunité et on a sorti à ce moment-là, en moins de 4 mois, 13 000 clients sur 17 000. On s'aperçoit que dans les livres de business qu'on a tous lus ou qu'on lit tous encore aujourd'hui, il y a très peu de modèles d'entreprise qui disent supprimer le nombre de clients de 80%. C'est ce que nous avons fait. Nous avons supprimé de 80% de notre base client et 40% de notre base produit. On l'a fait de manière très analytique et on s'est appuyé sur beaucoup de données. Résultat des courses, sans croissance du tout, même une décroissance. On a multiplié par 4 notre cash, on a multiplié par 2 nos profitabilités, notre EBITDA et notre retour sur capital employé sont passés de 9% à 35% en l'espace de 3 ans. Donc comme quoi on a marqué le fait sur qu'une forme de sobriété peut générer de la performance économique. Bien sûr, les analyses financières, on a une boîte de côté. Ça bug parce que tous leurs modèles analytiques sont uniquement portés sur la notion d'abondance et de la croissance. Donc ils n'arrivent pas à comprendre comment on fait des profits à travers cet axe de réduction de complexité.
on s'est aperçu en fait qu'en plus ça nous permettait, cette transformation économique nous permettait d'avoir une approche vertueuse du côté environnemental, parce qu'en moins de 3 ans, notre empreinte carbone a diminué de 35%. Moins de 35% de l'empreinte carbone. Donc on en a fait, on s'est dit, oui, on va écrire le modèle, mais y a-t-il aujourd'hui des formations pour nos managers immédiatement disponibles, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui ont une approche holistique de la performance de l'entreprise, c'est-à-dire d'un point de vue dans la logique des 3P, Profit, People, Planet. On a vu des formations formidables à travers le monde, mais très silotées. On a très peu de vision d'ensemble et d'approche holistique. On a créé notre modèle qui s'appelle le 3 pour économie, environnement et engagement. Aujourd'hui, chacune de nos unités sont notées, scorées sur le juste équilibre des 3 E en parallèle. On s'est aperçu qu'un grand cabinet américain voulait nous piquer l'idée. Donc j'en ai écrit un livre qui s'appelle « Pour aller dans le bon sens ». Et puis on s'est dit, voilà, il faut qu'aussi on puisse donner ce partage, enfin faire passer ce partage d'expérience par la voie académique. Et c'est là que j'ai rencontré Rodolphe Durand par hasard. Voilà, par hasard, à Radio France un jour. Et j'ai senti de l'envie. Et une fois que j'ai rencontré le comité de direction d'HEC à travers Eloïc, vraiment, j'ai senti qu'il y avait vraiment l'envie de participer à la création d'un nouveau modèle de performance d'entreprise. Le motto de Nexence s'appuie sur une citation de Voltaire. Je sais, ça peut faire un peu vieux jeu, mais je trouve qu'elle est d'actualité. Le message qu'on fait passer à nos managers à travers cette citation, c'est la suivante. Dans une avalanche, aucun flocon se sent responsable. Pourtant, on est tous responsables de l'avalanche. Donc on a tous une forme de responsabilité à prendre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Nexence, à travers son modèle, est capable de faire de la surperformance économique, tout en réduisant son empreinte carbone, travailler énormément le social, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, dans le cadre de la partage de la valeur, et tout ceci sans croissance, et on est en train de déployer ce modèle à travers la chaire HEC Nexence, avec un business case Nexence HEC qui sera disponible dans quelques mois avec Sébastien Becker. Voilà. Merci Christopher. Hervé? La chaire Mazars est la plus récente ces derniers mois. Est-ce que, voilà, c'est la première sur le thème Purpose. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce thème est si important? Alors d'abord, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est la première fois que Mazars se lance dans l'aventure d'une chaire entrepreneuriale. Et je suis très heureux que ce soit avec HEC, évidemment, on en dira un mot après, et très heureux que ce soit sur le thème du développement durable et de la performance non financière des entreprises. Ça fait très longtemps chez Mazars qu'on soutient l'idée que la performance, la valeur d'une entreprise n'est pas simplement liée à son compte de résultats ou à sa capacité à produire des résultats financiers, mais qu'il y a d'autres éléments de création de valeur. Et évidemment, on est très heureux de voir que les régulateurs, qu'ils soient européens, internationaux, américains, se sont emparés à marche forcée de ces sujets-là. Vous connaissez tous les projets qui sont en cours. C'est bien parce que ça conduit toutes les entreprises à accélérer, mais j'y vois un élément de risque, c'est qu'au fond, on en fasse un énième projet de compliance. Et quand on conseille nos clients, souvent la première chose qu'ils nous disent, c'est notre premier besoin, c'est d'être conforme à la loi en 2024 ou en 2025. Or, on sait que l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est que beaucoup d'entreprises soient capables de transformer leur stratégie pour se situer dans une trajectoire durable. Et c'est surtout d'être capable de changer de logiciel et de changer la façon dont ils vont prendre leurs décisions pour qu'elles ne soient plus simplement mesurées et reconnues par des éléments financiers, mais aussi par une performance de long terme. Et donc l'idée de cette chaire, finalement, c'est d'aider les gouvernances, c'est d'aider les leaders, et puis ceux qui sont les leaders de demain à HEC, à acquérir ce sens et à être capable d'intégrer cette nouvelle façon de conduire les entreprises. Et c'est ça l'histoire de la chaire Purpose qu'on va construire ensemble, et on a plein de choses à inventer, plein de choses à découvrir. Merci Hervé.
Alors, Héloïque, tout à l'heure, tu as évoqué les quatre piliers, cette volonté farouche d'être une plateforme pour l'impact, d'être un des bastions contre la barbarie. Toutes ces actions de recherche, d'enseignement, d'innovation, de bien commun, on sent bien qu'elles s'inscrivent sur le temps long et qu'il s'agit d'une pérennité de l'action. Donc, je vais peut-être vous inviter à vous projeter sur ce temps long. Et peut-être, alors Hervé, je vais te repasser le micro, mais comment est-ce que tu vois l'école dans 30 ans ? Alors, moi, j'ai toujours du mal à voir les choses dans 30 ans. J'ai déjà du mal à les voir en 3 ou 4 ans dans un plan à long terme. Donc, non, en revanche, pour être plus sérieux, quels sont les éléments fondateurs ou caractéristiques que l'école doit conserver ? Le premier, c'est ce trait international. Et c'est une grande différence par rapport à l'époque où j'ai été diplômé. C'est qu'aujourd'hui, tant dans le recrutement que dans les partenariats que vous avez noués ou dans les cursus, il y a une dimension internationale qu'il faut non seulement conserver, mais qu'il faut accélérer. Il faut maintenir l'excellence. Je veux dire, HEC est une école d'excellence par ses critères de sélection, par son enseignement, par sa recherche. Et Loïc, je suis d'accord, la recherche, ça fait partie aussi de l'excellence. Et puis, il faut aussi accélérer la mixité sociale de l'école. On a vu des fabuleux témoignages, mais je pense qu'on peut faire encore mieux et qu'il faut accélérer ça. Et puis je pense aussi que l'école doit avoir en tête d'accélérer le développement de l'économie française. C'est une des grandes écoles françaises et un des enjeux, c'est de faire de la France un grand pays dans l'économie mondiale. Merci. Gwenaëlle, si on se projette un petit peu les grands défis auxquels on devra répondre en tant qu'école et dans un écosystème avec les entreprises ? Une façon de répondre, c'est de se projeter 30 ans en arrière. Finalement, quand on se projette 30 ans en arrière, en 1990, est-ce qu'on parlait d'intelligence artificielle, generative AI, et à ce point du climat, de la biodiversité ? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Quel chemin parcouru déjà en 30 ans ? Si on nous demande de projeter 30 ans devant, on voit qu'on est dans un monde qui s'accélère. On voit toutes ces tendances de fond, en fait, elles n'ont vocation que de s'accélérer. Donc l'objectif finalement de l'école, je pense, c'est de capter ces signaux. Un premier signal, c'est que les moins de 25 ans dans le monde seront en grande partie africains. Donc la mixité, c'est absolument essentiel. Former cette nouvelle génération, l'accompagner vers les métiers de demain. Ne pas avoir peur, ne pas résister sur les métiers de demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle et en particulier generative AI. Faut-il lutter ou au contraire l'accompagner, l'organiser, l'orchestrer, en faire un atout de différenciation, en particulier sur notre territoire. Donc je dirais finalement, l'enjeu pour HEC, c'est de devancer les tendances et c'est d'arriver à penser aussi vite que finalement le film qu'on peut faire en retour en arrière. Et on voit qu'à 2050, finalement, c'est ce dont on parle. Bien, si on en croit tous les engagements qui ont été pris, le monde sera décarboné. Le monde sera décarboné. Et pour autant, on voit que ce ne sera pas la fin de l'histoire et c'est à nous de l'inventer. Merci Gwenaëlle. Christopher, est-ce que tu veux partager ? 30 ans pour l'entreprise ou pour l'école, c'est un petit peu le même combat. C'est briser les chaînes de nos anciens instincts, de briser les chaînes de l'ère de l'abondance, briser du toujours plus. Donc il faut absolument que à la fois entreprise et école convergent dans le même sens. L'entreprise et l'école de demain, dans 30 ans et dès maintenant, on a besoin d'un nouvel imaginaire, d'un nouveau récit d'entreprise, un nouveau récit d'école qui embarque chaque étudiant et puis chaque employé dans les entreprises. C'est un gros sujet, mais surtout que je parlais de silotage dans l'entreprise, je parle également de silotage dans l'école. Faire attention à ce que l'ensemble des programmes convergent sur les 3 priorités qui sont économie, environnement et l'engagement et le social. Je plaide vraiment sur la convergence des priorités. Donc, à la fois école et entreprise doivent participer au ce que j'appelle ce temps des bâtisseurs, des architectes, de la réinvention. On voit bien qu'on est dans la fin d'un monde, l'écriture d'un nouveau monde. Le monde est en permacrise et on a ce devoir de réécriture et de réinvention. Donc à nous de participer ensemble dans cette écriture.
Merci beaucoup. Peut-être pour conclure ces partages, ces témoignages croisés qui, j'espère, auront éclairé la réflexion sur comment est-ce que la philanthropie d'entreprise peut décupler l'impact. J'aimerais tout d'abord vous remercier vraiment chacun d'entre vous, Gwenaëlle, Christopher et Hervé, d'avoir été avec nous ce soir. Et peut-être ce que ça m'inspire, c'est une pensée d'Anatole France que je vous livre là parce que c'est ça que ce à quoi ça me fait penser ce soir. Je le cite: pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver, non seulement planifier, mais aussi croire. Et je crois que c'est tout le bien qu'on peut souhaiter, d'agir, de rêver, de dessiner des perspectives et d'y croire. Merci. Merci Raphaël, et merci à tous les trois de votre soutien et de celui de vos entreprises. Et merci de votre partage, d'avoir partagé votre vision avec nous. Alors tous ces soutiens-là, évidemment, sont tout à fait transformants, mais tous les dons sont très importants, et si on s'y met tous, on peut avoir tous un impact extrêmement puissant, et c'est dans cette logique collective que nous aurons le plaisir d'accueillir Adrien Couret, président de l'association, Hélène Gronier, responsable de développement donateur, et Rémi Butiot, qui a été cité tout à l'heure, qui est président du comité de campagne. Avant leur intervention, je vous invite à découvrir 3 personnes qui se sont mobilisées collectivement, qui ont mobilisé un collectif et que je remercie. Je vous laisse la vidéo. Vous voulez commencer? Non? Vas-y, c'est toi qui commence. C'est plus frais chez toi. Ouais, c'est vrai. Nous, c'était une éternité. Hein. Avec une équipe d'étudiants, on a organisé le Class Gift 2023, qui est donc un dîner avec toute la promotion qui va diplômer. Ce dîner se passe la veille de la cérémonie de diplomation. C'est un cocktail, un dîner donc caritatif. Les dons sont ensuite reversés à la fondation. Cette année, notamment, on a battu les records de participation. On a eu plus de 400 participants. Plus de 90 000 € de dons ont été récoltés, donc grâce aux élèves, mais également grâce aux 2 grands donateurs, donc Julie et Karim Sadi. Ces dons ont permis cette année de financer la scolarité de 15 nouveaux étudiants à HEC. C'était une belle réussite et on est tous très fiers de ce qu'on a pu faire. Je trouve ça impressionnant ce qu'a fait Élise. Moi, quand je sortais d'HEC, j'étais à 1000 lieues de penser à ce genre de choses. Donc, je trouve ça absolument génial que vous fassiez ça. À l'occasion des 10 ans de la promo, on s'est réunis. J'ai pu expliquer le sens de mon engagement au plus près de mes camarades. Et ce qui est intéressant, c'est de s'engager aussi sur la durée et pouvoir donner au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière aussi, à la hauteur de ses moyens. Nous, ce qu'on a fait, c'est avec mon camarade Christophe Babul, qui est avec moi chez L'Oréal, on a réuni tous les HEC L'Oréaliens pour une soirée conviviale qui nous a permis de nous retrouver entre HEC L'Oréaliens de plusieurs générations. Et puis donc on avait Éloïc Perrache, on avait l'équipe de la fondation, on avait 2 super étudiants boursiers qui nous ont expliqué leur parcours. On a levé à peu près ce que Élise a levé, un peu plus de 90 000 €, entre 90 et 100 000. Donc on s'était fixé un objectif de 100 000, on est presque à cet objectif. Pour moi, c'est important de permettre à des étudiants de vivre ça et de bénéficier de toutes les opportunités et de tout ce que nous offre HEC. Je pense qu'on a effectivement une responsabilité à faire en sorte que l'accès à HEC soit le plus démocratique et le plus égalitaire possible. Et moi, c'est quelque chose qui me meut. L'école a changé ma vie et donc voilà, j'ai envie de faire en sorte que ça puisse être accessible à d'autres personnes et de pouvoir partager cette chance avec ceux qui ne l'ont pas forcément sur le papier au début. Repensez à votre vie sur le campus, à votre vie associative, aux cours intéressants auxquels vous avez pu assister, à toutes les expériences que vous a permis de vivre HEC. C'est important d'aider l'école à prospérer, d'une part, mais également d'aider les futurs étudiants à avoir accès à tout ça, qu'importe leur milieu social et leur capacité financière. L'école vous appelle, vous répondez à un appel de la part de l'école. L'école a besoin de vos dons, l'école a besoin de vous via la fondation. Ce que vous allez pouvoir donner aura un impact très concret. En
donnant à la fondation, vous allez avoir un impact direct sur l'égalité des chances et la production des connaissances en finançant des chaires, en finançant des bourses. Je pense qu'effectivement, il faut tous donner à son niveau. En investissant dans l'éducation, on investit dans le futur, dans un futur qui va être absolument passionnant, où il va falloir réapprendre tout le temps. Donc en investissant dans HEC, on fait en sorte que ce futur soit ouvert à tous. Si vous donnez 1 000 € sur une année, finalement, ce que ça va vous coûter concrètement, après impôt, ça va être moins de 30 € par mois. Et 1 000 €, ça représente 2 bourses de vie à 2 étudiants en prépa qui vont du coup se sentir engagés dans le fait de pouvoir atteindre HEC. Même en tant que jeune diplômé, c'est important de s'engager auprès de la Fondation à notre échelle, bien sûr, pour rendre à l'école ce qu'elle nous a donné. Et c'est plus un état d'esprit, en fait. Chacun à sa manière peut aider, même si c'est des petits dons. Et d'ailleurs, moi, je fixe un défi à tous ceux d'entre vous qui êtes dans des entreprises, petites ou grandes. Nous, chez L'Oréal, on a levé près de 100 000. Maintenant, à vous de jouer. Rémi, Adrien, Hélène, je vous invite à me rejoindre. Merci Alexis, merci Élise, merci Nicolas pour votre soutien et votre mobilisation. Bon, Rémi, une réaction? Oui, bien sûr. Écoutez, bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Rémi Butiot, je suis président du comité de campagne. Je suis très content de voir cette vidéo. C'est magnifique. C'est pour le coup une vidéo qui convainc vraiment d'investir dans la fondation et de donner. Et je voudrais rebondir sur un point que Alexis Perakis dit dans la vidéo. Il parle de l'organisation d'événements dans des entreprises. Et d'un dîner qui a été organisé chez L'Oréal, il y a d'autres dîners qui ont été organisés, qui permettent de lever des montants très significatifs. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup à la Fondation, qui marche très très bien. Donc vous êtes tous des généreux donateurs, on vous remercie très chaleureusement. Vous êtes peut-être dans des sociétés où il y a beaucoup d'autres alumni HEC. Dans ce cas-là, nous sommes là, donc il y a Delphine, vous avez Hélène, je suis là, il y a également Audrey, vous connaissez du monde de la Fondation qui est ici. Venez nous voir. On est très habitué à organiser ce type d'événement, ça marche très bien, et donc on avait disposition pour le faire. Je prends des exemples, donc effectivement il y en a qui ont été cités là, il y a L'Oréal. Demain, on est chez Google. En novembre, on est chez Unibail. On a un événement aussi qui a été organisé à l'Automobile Club en décembre. Donc voilà, il y a toute une série d'événements qui sont organisés extrêmement régulièrement, et ça fonctionne très bien. Je voudrais revenir sur un point d'ailleurs qui est à donner un chiffre sur la campagne. Donc Olivier le disait, la campagne, on est plutôt content, ça marche bien, on a un objectif de 200 millions d'euros, on est bien lancé pour l'atteindre, il nous reste 1 an de campagne et on est très proche de cet objectif. Un autre chiffre quand même, il y a 5328 donateurs qui se sont engagés sur cette campagne. Je crois que le chiffre d'anciens élèves de l'école, c'est 73 000. Donc ça vous donne quand même une idée du chemin à parcourir. Il y a 260 grands donateurs. Bon, je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel que ça. Donc, dans un contexte où, pour nous, on va arriver dans ce qu'on appelle le money time, on le disait bien dans la vidéo aussi, on parlait des avantages fiscaux. Vous savez qu'il y a des avantages fiscaux énormes en France. On arrive sur la fin de l'année calendaire et fiscale. C'est le moment où les gens ont l'intérêt à donner et à sortir leur carnet de chèques. Je vous rappelle juste effectivement qu'il y a 66% de réduction sur l'IRPP, 75% sur l'IFI. Vous avez déjà donné de manière significative. Si vous avez envie de donner plus, on est évidemment là. Si vous voulez convaincre autour de vous ou essayer de nous proposer d'organiser des événements avant la fin de l'année, on est très preneur aussi. On a cet objectif à 200 millions, on est d'ores et déjà certain qu'on va l'atteindre. On aimerait le dépasser le plus possible. Je passe la main à Hélène. Je crois que tu voulais nous parler de la mobilisation par promo. Oui, tu en as dit beaucoup, Rémi, mais en effet, je voulais vous parler des mobilisations collectives qui sont très importantes pour nous. Voilà, parfait. Une slide. Alors, regardez attentivement cette slide. Si votre promo ne figure pas dessus, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas? Souvent, c'est à l'occasion, en effet, d'anniversaires de promo que les délégués nous appellent en nous disant qu'ils aimeraient bien organiser un don collectif en faveur de la Fondation.
Et je salue le concours précieux de l'association qui nous aide aussi beaucoup pour ça. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ces slides, c'est que vous voyez, c'est très intergénérationnel. Si on regarde notamment la colonne du milieu, il y a les promos qui ont fêté leurs 10 ans dernièrement, les 2011, 12, 10. Il y a la promo 93 qui nous aide beaucoup, la promo 2009 de Julien qui se mobilise vraiment avec nous dans la durée. Et je tiens également à saluer les mobilisations, notamment de la promo MBA 2016. On n'a pas beaucoup de donateurs MBA et au travers d'un chouette programme, le MBA Giving Month, voilà, ils se sont vraiment donnés, comme vous pouvez le voir, en donnant à la Fondation. Je parlais d'intergénérationnel. Vous voyez qu'il y a une promo en haut à droite qui se démarque, c'est la promo 67, qui est la promo Pâquerette. Figurez-vous que c'est la première promo du campus de Jouy, qui fête cette année leurs 60 ans d'entrée sur le campus. Donc voilà, on parlait de ce beau projet de mobilisation autour de la rénovation et de la reconstruction du campus. Voilà, les 67 chaque année m'appellent en me disant: bon Hélène, il est temps, il faut que tu nous ouvres une page de collecte. donner une fois c'est une chose, mais eux ont choisi de donner fidèlement chaque année, faire donner toutes leurs promos à la Fondation. Donc il y a ceux qui nous ont ouvert la voie, les promos Pâquerette, mais il y a aussi les étudiants, les plus jeunes. Vous voyez, ils se sont beaucoup mobilisés aussi lors des classes gift. Élise nous en parlait dans la vidéo. Et je voulais aussi saluer tout particulièrement la JE, la Junior Entreprise, qui est venue, je crois, ils sont venus nombreux ce soir, et qui nous ont contactés en nous disant que c'était important pour eux aussi de donner à la Fondation. Donc grâce à eux, nous pourrons financer une bourse sociale pour un étudiant. Ils ont financé également l'hébergement pour les étudiants boursiers qui viennent passer leurs oraux sur le campus. Donc vous voyez des promos les plus anciennes aux étudiants actuels sur le campus. C'est une mobilisation intergénérationnelle et on en est très touchés. Alors Adrien, notre président de l'association, qu'est-ce que t'évoques ce slide d'ailleurs? Avec la promotion 2007, n'y est pas. Mais j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns dans la salle, donc voilà, on va s'en parler au cocktail. Très heureux d'être parmi vous ce soir et merci à la Fondation pour cette soirée qui est exceptionnelle et aussi pour toutes les collaborations qu'on peut faire entre l'association et la Fondation. Moi, ce que je retiens de cette soirée, d'abord, c'est qu'on voit 1001 raisons de s'engager pour la Fondation et donc de s'engager pour l'école. On a vu effectivement les bourses, l'égalité des chances, la recherche, la pédagogie. Mais je voudrais revenir sur une raison que Olivier Sevilla a reprise tout à l'heure et qui a été pour moi le call to action quand j'ai décidé de devenir donateur pour la Fondation. Ça a été la prise de conscience un peu tardive pour le mauvais ancien HEC que j'étais, que l'école était en train de basculer dans son modèle économique. Alors vous disiez que j'utilise des grands mots. Mais la prise de conscience que notre école, qui est si formidable, qui arrive à produire de si beaux résultats, qui est au firmament des rankings des Financial Times, qui a un impact maintenant partout dans la société, eh bien, comme tu l'as dit Olivier, c'est un miracle permanent. Eh bien, vous savez comme moi, vous tous qui travaillez ou avez travaillé dans le business, que les miracles permanents, ça n'existe pas. Et que maintenant que l'école est dans cette situation particulière, où elle n'a plus 1 euro, plus 1 copec d'argent public, elle a plus que jamais besoin de la mobilisation de toute la communauté. Et c'est là où on en vient finalement à ce que t'évoquais Rémi, la relation avec l'association et la Fondation. On a un travail qui est de plus en plus étroit. Tu as rappelé la question du gala, tu as rappelé la UK House tout à l'heure, Olivier, également HEC Venture. Mais le prochain levier, le big next step pour cette mobilisation massive de la communauté pour son école,
c'est évidemment la question de se dire, mais sur 73 000 alumni de toute la communauté HEC, à peu près 5 000 donateurs, avec une contribution importante des classes gift aujourd'hui, donc la question c'est où sont les autres? Et notre devoir commun, dans l'esprit que Jean-Paul Agon a rappelé, l'esprit One HEC, le resserrement des liens entre l'association, la fondation et l'école, c'est parmi les nombreuses synergies que l'on peut aller chercher, c'est celle de faire comprendre à nos anciens, mais d'ailleurs anciens c'est pas le bon mot, on est toujours en HEC, même après avoir été diplômé, eh bien que la question du don, du give back, quelle que soit la raison, vers l'école est un élément majeur. Et il se trouve que, dans le malheur de l'actualité, nous avons une situation qui nous oblige. C'est la reconstruction du Blondeau, c'est cette projection vers ce repère, non pas des dernières années, mais des 30 années à venir. C'est notre moment, Notre-Dame de Paris. C'est le symbole d'HEC qui a été atteint et qui nous donne l'occasion, toutes générations confondues, de faire un signe, pas un signe financier finalement, mais de montrer que quand on est un ancien HEC, non, on n'est pas un ancien HEC, on est un HEC, un jour, HEC, toujours. Et c'est à ça que je vous invite. Et Olivier, le premier siège, il est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons préparé une petite surprise avec la complicité d'un étudiant. Alors, c'était une vidéo, on m'a dit slam. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le slam. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec le concept. Mais bon, on l'a fait. Alors, on en a fait une version vidéo. Et puis, on s'est dit finalement, ce qui serait génial, c'est qu'un étudiant, puisqu'on a des concours d'éloquence, nous aide et fasse vivre ce slam. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard, qui est étudiant à HEC, à qui je vais laisser la place en fait. Merci. Ah oui, il faut que tu prennes un micro. 1, 2. Révéler les talents, célébrer l'excellence, courir vers l'avenir, développer les savoirs, entreprendre et vivre ensemble, s'arrêter et prendre le temps. Respirer l'instant présent pour inspirer l'instant d'après. Cultiver la diversité, les diversités, agir pour l'égalité des chances. Donner des ailes au désir de toutes ces personnes qui veulent changer le monde en commençant par soi. Face aux obstacles, s'émanciper, grandir, déplacer les murs, ériger un campus bien commun pour le futur. Dans ce haut lieu pensé pour que le monde se retrouve, que la lumière déborde dans les salles de cours, que ces allées où se transmet le savoir deviennent boulevards vers l'infini. Arpenter encore le couloir des études et prendre conscience du monde autour. Apporter des solutions et s'accomplir chaque jour. Repousser les limites d'une route à définir, parcourir les sentiers, ceux de la réussite, entre arche bleue, ciel azur, forêt et lac au reflet miroir. Mobiliser les connaissances, porter l'innovation devient plus qu'un devoir. Et avec tact, créer l'impact sur le monde. Repenser les bases, rencontrer, toujours convaincre. Faire du champ des possibles une contrée autant qu'un hymne, et on mettra du très grand dans l'infime. Pour un projet commun, sensibiliser et partager sans retenue, se rendre encore plus fier du chemin parcouru. Une grande idée, en quelques mots sur une nouvelle page se livre. Le meilleur reste à construire et tout reste encore à vivre. Fondation HEC, on a tous un rôle à jouer. Et sans note, hein, bien sûr. Bravo. Tu peux nous dire de quelle promotion tu es et quel programme tu suis? Bien sûr. Alors moi je suis un étudiant ingénieur à l'origine, j'ai étudié à Supaéro et j'ai eu la chance de rejoindre HEC dans le cadre du double diplôme avec les institutions françaises et donc je suis maintenant en M2 à HEC en majeure finance. Ben bravo, et je ne savais pas qu'à Supaéro on faisait des concours d'éloquence. Moi, pour la petite histoire, quand j'ai fait le concours d'éloquence de mon lycée en 2016, 2017, quelque chose comme ça, 2016, je m'inspirais de
des vidéos qu'il y avait sur YouTube, des retransmissions des finales du concours d'HEC, et je me destinais à un avenir scientifique, donc j'avais pas de raison de penser que j'y serais un jour. Et la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai reçu ma lettre d'admission à HEC, ça a été chouette, il faut que je trouve un moyen de rentrer dans l'assaut d'éloquence pour faire le concours d'éloquence, ce que j'ai pu faire. Bravo et merci beaucoup de nous avoir offert ce cadeau. Je crois que la soirée s'achève. Je voudrais remercier les équipes qui nous ont aidés à la préparer, et les équipes de Jubilive, les équipes de la Fondation et toutes les équipes de l'école. J'aimerais bien que les étudiants, les intervenants, les bénévoles, les représentants de nos instances viennent sur scène pour une photo. Je vous remercie beaucoup et à tout de suite au cocktail.